Houllier, Soumaille, Bourdier, Chevalier, Chauvin et Auguet. Au-delà de ces 6 noms, qui sont ces candidats ? Le député sortant, Sacha Houlié, se garde bien de mettre en avant son appartenance à la majorité présidentielle. Il drague la gauche, les électeurs de Raphaël Glucksmann, mais il n'est pas le seul. 2 autres candidats visent le vote des sociodémocrates. Son adversaire de 2022, l'insoumise Valérie Soumaille, qui à l'époque n'avait que 900 voix d'écart avec le député Renaissance. Mais également l'avocat dissident socialiste Aurélien Bourdier, qui ne passera pas son tour cette année comme il l'a fait il y a 2 ans, lors de l'Alliance NUPES. À gauche, toujours, la professeure des écoles Agnès Chauvin de Lutte ouvrière se représente également. Une petite nouvelle côté bleu marine, Estelle Chevalier, 20 ans, veut mobiliser la jeunesse de droite au profit du Rassemblement national qu'elle représente. Elle partagera les voix de la droite avec Xavier Auguet, candidat sans étiquette qui se dit gaulliste et humaniste. Voilà pour les enjeux. Place maintenant au débat. J'accueille nos invités, tous candidats dans la 2e circonscription de la Vienne. Autour de la table, Aurélien Bourdier, bonjour. Vous êtes candidat d'Hiver Gauche. À vos côtés, Valérie Sommaille, bonjour. Candidate du Nouveau Front Populaire, issu du parti de la France Insoumise. Face à vous, Sacha Houlié, bonjour. Bonjour. Député sortant, candidat Ensemble pour la République. Et à vos côtés, Agnès Chauvin, bonjour, investie par Lutte ouvrière. Je précise que la candidate du Rassemblement national, Estelle Chevalier, a été invitée à participer à ce débat, mais la section RN de la Vienne a décliné cette invitation. Avant de rentrer dans le détail des programmes, une même question pour chacun d'entre vous. En moins d'1 minute, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous êtes candidat à ces élections législatives ? On commence avec vous, Monsieur Bourdier. Oui, bonjour. Alors, j'ai décidé de proposer aux électeurs une ligne claire, sans ambiguïté, sans reniement. Cette ligne, c'est celle de la gauche socialiste, de la gauche social-écologiste, de la gauche de gouvernement. Au vu des résultats sur la 2e circonscription aux élections européennes, cette ligne, elle est majoritaire sur notre circonscription. Et il me semble absolument indispensable qu'on puisse proposer aux électeurs un débouché politique à ceux qui ne veulent plus de l'outrance systématique dans le débat public, qui ne veulent plus du simplisme, mais qui refusent aussi la casse sociale, aussi la casse du service public et l'inaction gouvernementale relative au pouvoir d'achat. En somme, ceux qui ne veulent ni du Rassemblement national, ni de la politique de droite libérale soutenue pendant 7 ans par Sacha Houlié, ni de la gauche la plus radicale représentée ici par la candidate de Jean-Luc Mélenchon. En fait, cette ligne de gauche que je défends, elle est tout à fait en phase avec notre territoire et je crois que c'est la seule alternative crédible pour notre pays. Madame Soumaille, c'est à vous. Oui, alors moi je suis là parce que je porte, et avec une grande fierté, je le dis, la candidature du Nouveau Front Populaire, celle de toute la gauche rassemblée, et de tous ses soutiens, du monde syndical, associatif, des collectifs citoyens, d'économistes, Raphaël Glucksmann, les socialistes, les communistes, les écologistes, insoumis et insoumises, le NPA, les organisations de jeunesse, et bien sûr toutes celles et ceux qui, depuis l'annonce de notre candidature, nous rejoignent et nous adressent leurs encouragements, me soutiennent. Comme tous nos candidats et candidates, j'ai l'immense responsabilité à la fois d'empêcher l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, mais aussi de mettre un terme à la politique dévastatrice de la Macronie. Non seulement elle ne répond pas aux urgences sociales, écologiques et démocratiques, mais les aggrave. Je porte donc avec conviction le programme du Nouveau Front Populaire. Il est la réponse dont les gens, la planète et la démocratie ont besoin. Sacha Houlié. Moi, je suis le député sortant et depuis 7 ans, je suis le député que les gens connaissent et qui connaît les gens. Et dans ma permanence parlementaire, sur le terrain, dans tous les territoires, j'ai défendu les classes contre les fermetures dans les classes rurales. J'ai défendu l'hôpital public avec un plan d'attractivité, avec des moyens supplémentaires. J'ai obtenu une gendarmerie supplémentaire pour Fontaine-le-Comte, des policiers en plus, des revalorisations pour les magistrats, les greffiers, les surveillants de l'administration pénitentiaire qui sont également en nombre supplémentaire. Et donc, ce travail sur le terrain, avec la voix singulière que j'ai dans la majorité et que j'assume, qui me pousse parfois à me démarquer de ce que pense le gouvernement, eh bien, je pense représenter, comme je l'ai fait depuis 7 ans, me battre pour le territoire, tous les habitants de cette circonscription. Agnès Chauvin pour Lutte ouvrière. Bonjour, alors moi je me présente en tant que travailleuse pour Lutte ouvrière, je suis candidate pour Lutte ouvrière, et justement je voudrais exprimer cette colère que ressentent les travailleurs, que je connais bien, dont je fais partie, parce qu'il y en a qui connaissent les gens. Moi, je connais le monde du travail, je connais les souffrances, je connais les salaires qui ne permettent pas de vivre correctement, surtout là en ce moment avec l'inflation. Et donc, nous proposons, nous, un programme de lutte pour les travailleurs, un programme de lutte
où nous devons nous organiser car nous sommes capables de diriger la société. Merci beaucoup. Place maintenant au débat. Vincent, on commence avec le thème de la sécurité. Oui, il y a un an, on se souvient, ces émeutes, notamment dans les quartiers de Poitiers, Couronnerie, Trois-Cités, Bel Air, avec des actes de vandalisme, des commissariats qui d'ailleurs n'ont pas rouvert depuis, des commerces qui ont fermé, une partie de la population qui a été très marquée par ces actes de violence. Valérie Soumaï, qu'est-ce qu'on fait pour éviter ça, pour éviter que ça recommence ? Alors, pour nous, la sécurité, elle est d'abord sociale. Elle passe par l'augmentation du pouvoir d'achat, l'accès pour toutes et tous aux services publics et une protection sociale qui soit performante. La lutte contre la délinquance et la criminalité ne passe pas par des lois qui restreignent les droits et les libertés, ni par des forces de l'ordre qui éborgnent les gens ou les poursuivent à moto. Elle passe par l'arrêt de la politique du chiffre et au contraire par le développement des gardiens et gardiennes de la paix qui soient bien payés, bien formés, qui rencontrent les habitants et travaillent à la désescalade. Nous donnerons à la justice les moyens aussi de fonctionner dans des délais raisonnables avec des personnels en nombre suffisant. Et nous développerons des politiques de prévention de la délinquance, notamment en refondant une école égalitaire et émancipatrice et par le recrutement d'éducateurs et d'éducatrices de prévention qui, contrairement à ce que fait la majorité du conseil départemental, qui par ses choix budgétaires en supprime 3, dont 2 dans notre circonscription, 1 aux Trois-Cités et 1 à Bellejoine. Sacha Ollier, comment on fait pour plus jamais ça ? D'abord, vous savez que depuis 2022, des lois historiques ont été votées pour plus de moyens pour les policiers et pour les gendarmes, et également pour la justice. Ces lois, elles n'ont pas été votées par l'opposition, elles ont été proposées par la majorité. C'est comme ça que 15 policiers supplémentaires ont été déployés à Poitiers, que la gendarmerie que je citais à Fontaine a vu le jour. C'est comme ça aussi qu'on a vu affecter de nouveaux magistrats à la cour d'appel de Poitiers, et puis des surveillants pénitentiaires qui ont été revalorisés. Ils ont changé de grade dans la fonction publique. Donc ça, c'est les moyens qui ont été dédiés. Ensuite, il y a une politique pénale qui doit être claire autour de plusieurs priorités. D'abord, la justice des mineurs, pas seulement en répressif, avec aussi des travaux d'intérêt généraux pour les mineurs qui commettent un premier acte de délinquance, mais aussi en préventif, avec la prévention spécialisée qui doit être revalorisée. C'est ce que j'avais écrit au Premier ministre au moment des travaux sur ce sujet. Mais aussi contre les stupéfiants, vraiment intransigeance, y compris contre les consommateurs, parce qu'il n'y aurait pas de trafic de stupéfiants s'il n'y avait pas de consommateurs de drogue, et puis contre les violences conjugales, et enfin contre les cambriolages, parce qu'on sait que ça mine aussi toutes les campagnes aujourd'hui dans notre pays. Donc une politique pénale claire, avec des moyens affectés, ça c'est ce que je défends et c'est ce que j'ai mis en œuvre à la Commission des lois. Une politique aussi qui protège notre pays. J'ai fait adopter une loi sur les ingérences étrangères, contre les ingérences de la Chine, de l'Azerbaïdjan ou de la Russie. C'est une proposition de loi que j'ai fait adopter juste avant la dissolution et qui sera bientôt en vigueur, notamment à la veille des Jeux Olympiques. Agnès Chauvin, sur ce sujet. Alors, moi, j'ai parlé plutôt, de l'insécurité sociale pour les travailleurs. C'est nous qui vivons dans les quartiers, les Trois-Cités, à Poitiers, les Couronneries. Effectivement, il y a des trafics en tout genre. Mais tout ça, c'est dû à nos conditions de vie, au chômage, aux salaires qui ne correspondent pas à ce qu'on a besoin pour vivre. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est quand on regarde les Trois-Cités, par exemple, c'est 50% des habitants qui vivent sous le seuil de pauvreté. Les Couronneries, c'est 37% qui vivent sous le seuil de pauvreté. Alors, le seuil de pauvreté, je rappelle, c'est 1158 €. 1158 €. Le SMIC, il est passé là à 1400 €, c'est ça ? C'était 1388 € par mois pour vivre, d'accord ? Sachant que beaucoup de familles sont monoparentales, que ce sont les femmes qui assument... Donc c'est des conséquences de ce que vous nous dites. Bien sûr que c'est des conséquences, bien sûr. Le message est passé. Aurélien Bourdier, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire de différent ou de plus ? L'insécurité sociale, c'est une certitude et la question du pouvoir d'achat qui est au cœur des préoccupations des Français méritera, à mon avis, d'être traitée. Maintenant, je voudrais répondre à votre question sur l'insécurité parce que c'est évidemment pas que ça. C'est un sujet très sérieux. Moi, il se trouve que c'est un peu mon quotidien. Et il y a 2 piliers sur la sécurité. C'est une politique de prévention, mais c'est aussi une politique de répression. À un moment donné, moi, je veux bien qu'on raconte toutes les histoires du monde, mais il n'y a pas de secret. Il faut des moyens. Moyens sur la prévention et problématiques locales. L'équipe de prévention, alors pour les gens, les équipes de prévention, c'est les éducateurs de rue qui font un travail formidable. Baisse de la subvention à l'ADCEA à Poitiers, enfin dans la Vienne,
conséquence directe, les 2 seuls quartiers de notre circonscription, qui sont Trois-Cités et Bellejoine, il n'y a plus d'équipe de prévention là-bas. Là, vous rejoignez ce que nous disait Valérie Soumaï. Ça, c'est une problématique nationale et locale. Et ça, c'est un vrai sujet. Ensuite, il y a la répression et il y a le budget de la justice. Alors, j'entendais Sacha Houlié qui se congratulait du budget historique alloué à la justice. En effet, fin 2023, on annonce un budget historique pour la justice. Février 2024, on annule les 2/3 des crédits qui ont été alloués à la justice. La réalité des chiffres, c'est quoi ? C'est à Poitiers, je vais être très local, à Poitiers, une enquête est finie, on délivre une convocation à la justice, le délai moyen, c'est 1 an et demi. Moi, je ne sais pas quoi expliquer aux victimes derrière quand on leur dit c'est dans 1 an et demi que vous serez peut-être indemnisés, et je ne sais pas comment on sanctionne intelligemment les gens. Franchement, je crois que c'est un sujet sérieux, il faut le traiter en profondeur, il faut arrêter les coups de com' permanents, comme par exemple, vous savez, ces opérations place-net. Opération Place-Net pour dire qu'on lutte contre le trafic de stupéfiants. On a fait dans toute la France mobiliser des brigades qui, en l'occurrence à Poitiers, étaient débordées par ça et ne traitaient plus les violences conjugales pour interpeller des gens qui sont en bas du maillon de la chaîne. Je vous laisse conclure. Mais je conclue là-dessus parce que c'est très important. On fait ça et parallèlement, on fait quoi ? Et c'est une loi qui a été votée par Sacha Houlié. On supprime la police judiciaire. La police judiciaire qui est chargée de démanteler les réseaux des trafics de stupéfiants. Donc je crois qu'il faut arrêter avec la com, essayer de traiter le sujet véritablement en profondeur. Sacha Houlié, en 15 secondes, s'il vous plaît. Oui, il y a 2 choses fausses dans ce qui ont été dit. 7,5 milliards de plus pour la justice, c'est des crédits qui sont maintenus. Quant à la police judiciaire, elle a été refondée dans la police départementale et elle est maintenue aussi dans sa forme d'investigation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Merci pour cette réponse. On va passer maintenant. Alors, moi, je voudrais quand même dire quelque chose, parce que là, on parle de répression. Moi, je rappelle ce que disait Victor Hugo. On fermera les prisons quand on ouvrira les écoles. Aujourd'hui, on voit que dans les écoles, c'est une catastrophe. J'ai honte. Je suis professeur des écoles, j'ai honte quand je vais travailler que mes élèves travaillent dans ces conditions. On va poursuivre. On va passer aux retraites. Effectivement, autre sujet qui concerne une bonne partie de vos électeurs potentiels, les retraites, que ce soit l'âge légal du départ à la retraite ou le niveau des pensions. Sacha Houlié, la réforme des retraites qu'a votée dans la douleur le Parlement au printemps 2003, ça reste la réforme qu'il fallait mettre en place. Vous en êtes persuadé aujourd'hui ? Si vous me demandez si c'était une réforme juste, non. En revanche, si c'était une réforme nécessaire, oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a moins de gens qui cotisent, et qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont à la retraite, il n'y a pas 36 000 solutions. Ou alors, il faut expliquer comment on finance les retraites. J'ai bien vu que la mode était à raser gratis. À l'extrême droite, comme à l'Union de la gauche qui est placée sous la tutelle ici de la France Insoumise, on promet la retraite à 60 ans. Alors le Rassemblement National, ils ne savent plus trop où ils en sont. Mais en réalité, personne ne dit comment on financera les retraites. Nous, ce que nous disons, c'est que nous voulons indexer les retraites sur l'inflation. Nous voulons garantir des départs anticipés pour ceux qui ont des carrières longues, qui ont commencé à travailler tôt. Nous voulons aussi garantir la prise en compte de la pénibilité. Et par ailleurs, ce que je pense, et ce qui n'a pas été fait, et ce qui devra être fait un jour, c'est la mise en place de la retraite par points, parce que cette retraite par points, elle prend en compte véritablement les carrières hachées, les accidents de la vie, et elle permet justement la justice sociale qui a manqué à la première réforme. C'est ce une dont réforme je suis imparfaite. convaincu. Mais la réforme est imparfaite à partir du moment où il manque de l'argent. Et dire qu'on va taxer les riches, ce à quoi je ne suis pas opposé, puisque j'ai voté la taxe sur les super profits et la taxe sur les super dividendes, eh bien, ça ne sera pas suffisant. Ça ne sera pas suffisant. Les cotisations sont assises sur le travail aujourd'hui, et donc ce sont ces cotisations du travail qui permettent de financer les retraites de demain. Agnès Chauvin, la dernière grande mobilisation des Français, c'était justement sur cette réforme des retraites, avec de nombreuses manifestations pendant plusieurs semaines. Vous proposez l'abrogation de cette réforme des retraites ? Mais en fait, moi, je suis pour le retour de la retraite à 60 ans, avec 37,5 annuités, parce que nous travaillons toutes nos vies, nous contribuons à enrichir la société. C'est grâce à nous, les travailleurs, qu'elle tient debout. Et c'est à nous il est normal qu'on soit payé correctement à la retraite. Aurélien Bourdier, c'est normal, acceptable de travailler plus aujourd'hui, compte tenu du meilleure espérance de vie ? Écoutez, moi j'écoutais beaucoup Sacha Houlié. D'abord, cette réforme, en effet, elle est injuste. Mais moi, je crois que depuis des années, on s'y prend très mal pour réformer les retraites. Comment faut faire ? Comment on fait ? En réalité, actuellement, c'est-à-dire on regarde combien il nous faut, on regarde comment on peut récupérer de l'argent, et puis après, on voit éventuellement ce qui peut être un peu ajusté pour que ça soit plus équitable. Moi, je crois qu'il faut partir de l'inverse, c'est-à-dire qu'on regarde ce qui peut être équitable, et moi, je ne suis pas, je vais le dire très clairement, forcément arc-bouté, même favorable à ce que tout le monde puisse partir au même âge. Vous savez, moi, j'ai mon père qui était maçon, qui a commencé à 14 ans, qui est parti bien avant 60 ans à la retraite, qui est parti cassé, et qui exerce actuellement une retraite en étant complètement cassé. Donc moi, je suis pour l'équité.
la prise en compte des situations différenciées. Et c'est à partir du moment où on a défini cette philosophie-là qu'on regarde comptablement, moi je ne suis pas là pour raser gratis, qu'on regarde comptablement ce que l'on fait pour équilibrer une réforme des retraites qui est juste. Et là, cette réforme des retraites, je crois que c'est la démonstration parfaite que le macronisme, c'est l'inverse de la social-démocratie. C'est quoi la social-démocratie? C'est d'abord une méthode, la concertation préalable des corps intermédiaires et en l'occurrence des syndicats. On a fait l'inverse et c'est ensuite quand même du social et il me semble qu'on a fait l'inverse. Valérie Soumaï, le nouveau Front populaire s'engage à abroger cette réforme des retraites avec un retour à la retraite à 62 ans dans un premier temps puis 60 ans dans un second. Comment vous le financez? Alors, avant de revenir sur les propositions, je voulais quand même rappeler que la réforme imposée l'an dernier, elle comporte à elle seule tout ce que nous reprochons à la majorité présidentielle, de laquelle se revendique M. Houllier. Une réforme injuste, je crois que tout le monde est d'accord, qui vole à tous et tous 2 années de retraite en bonne santé, imposée à coût de 49,3, alors que 70% de la population la conteste et qu'il y a des millions de personnes dans la rue à l'appel de la totalité de l'intersyndicale. Monsieur Houllier, et je crois que c'est là le problème, a justifié cette réforme par une situation financière globale dégradée, rendant, je le cite, nécessaire une réforme qui dégage davantage de marge financière. Une réforme de droite, quoi. Quand on a une sensibilité de gauche, comme monsieur Houllier nous dit que c'est son cas, il y a des lignes rouges qu'on ne franchit pas. On ne fait pas reculer ni les droits, ni les acquis sociaux. J'en profite pour dire que je regrette que la représentante du Rassemblement national ne soit pas là, parce qu'elle aurait peut-être pu nous dire comment elle se situe sur cette question. Abrogera pas. Enfin, les revirements de M. Bardella montrent combien le Rassemblement national est éloigné des préoccupations des Français sur ce sujet, d'ailleurs, comme sur beaucoup d'autres. Donc nous, effectivement, on propose de revenir dans un premier temps à 62 ans, avec l'objectif commun d'arriver à 60 ans. Moi, je ne suis pas économiste. Par contre, ce que j'entends, c'est que il est dit par le prix Nobel d'économie, Esther Duflo, par Michael Zemmour, par Thomas Piketty, spécialiste de la fiscalité, par Julia Cagé, qui sont tous des économistes renommés, que c'est tout à fait réalisable, notamment en augmentant les salaires. Quand on augmente les salaires, on augmente les cotisations sociales, en modulant les cotisations patronales pour qu'une TPE paye moins de cotisations patronales qu'une multinationale. Mais aussi, je termine, oui. Mais aussi en soumettant à cotisation les dividendes et par exemple aussi les heures supplémentaires. Voilà pour ce thème des retraites. Vincent, vous allez nous préciser que j'avais quand même une idée pour financer justement. Alors une idée brève. J'ai une très grande idée, c'est-à-dire que aujourd'hui on peut, il y en a de l'argent. Hein. Les caisses, on nous dit les caisses sont vides, et ben qu'on ouvre les livres de compte. Hein. Pour vérifier des grandes entreprises. Merci. Non, j'ai pas terminé. Alors, il faut qu'on mène un peu le débat, pardon. Oui, Pardon. Excusez-moi. Mais vous aurez l'occasion. Moi, je suis une travailleuse. Hein, mais on vous a aurez peu l'occasion de s'exprimer. Non, je n'ai pas l'occasion. Si, on vous laisse un temps de conclusion. Et d'ailleurs, là, je suis en train de perdre mon temps. Ah oui, c'est dommage. Rien. Donc, on peut prendre sur les profits. Hein. On peut, par exemple, si je regarde Haute-Olive, Isodelta, à Chira-Montreuil, là, ils sont en train de faire des plans de licenciement pour fermer l'entreprise, alors que c'est une entreprise qui fait des bénéfices. On a compris votre exemple, Madame Chauvin. Merci beaucoup. On va parler des municipales, forcément, parce que élection européenne hier, législative aujourd'hui, municipale demain, en tout cas après-demain. Je ne sais pas, mais forcément, votre candidature, sur Poitiers, elle a un caractère un peu particulier ou pas? Est-ce qu'on se projette aussi, forcément, quand on est observateur de la vie politique? Vous nous parlez tout à l'heure du bon score sur Poitiers des dernières élections européennes. Est-ce que du coup, on peut déjà parler de ce qui va se passer après? Quelque chose est en train de naître autour de vous sur Poitiers ou pas? Alors, je ne sais pas si quelque chose est en train de naître autour de moi. En tout cas, moi, ma démarche, elle est très claire et très simple. C'est une démarche qui est uniquement axée sur les élections législatives. Après, j'ai entendu dire que, compte tenu des échéances en 2026, ma candidature en tant que candidat socialiste d'opposition à la mairie de Poitiers avait posé quelques difficultés à certains. Moi, pour ma part, je suis candidat aux élections législatives. J'avais souhaité l'être en 2022, j'avais retiré ma candidature. Aujourd'hui, je vais au bout de la démarche, les circonstances, notamment nationales, ayant un peu changé de mon point de vue. C'est joli, on vous prête souvent, en tout cas de temps en temps, des envies de mairie de Poitiers. Est-ce que c'est le cas ou pas? Je pense que vu le contexte national, c'est-à-dire une flambée de l'extrême droite,
et puis une gauche qu'on a voulu renouveler, mais qui au final est la NUPES 2.0, avec Jean-Luc Mélenchon qui s'imagine déjà à Matignon, qui ne le dit pas parce que ça inquiéterait tout le monde, et qui veut désarmer la police ou raser gratis. Eh bien ça, je pense que ça nécessite une implication pleine et entière à l'Assemblée, une implication que j'ai eue depuis 2 ans, notamment en tant que président de la commission des lois, où non seulement j'ai fait voter une loi, je vous l'ai dit, sur les ingérences étrangères, mais aussi une loi sur le permis plus simple, plus rapide, moins cher, avec des inspecteurs supplémentaires pour réduire les délais, ou avec des facilités de financement du permis de conduire pour les jeunes. Voilà, ça c'est ma préoccupation du quotidien. Les municipales, ça semble assez éloigné de mes préoccupations et de celles des Français. Valérie Soumaï, un mot sur le nouveau Front populaire qui a réussi à se former, se reformer là. Demain, à l'Assemblée nationale, si vous l'êtes, il ne risque pas de se craqueler de nouveau ? Les conditions, enfin, moi, ce que je souhaite souligner, c'est que la gauche a montré toute sa responsabilité. C'est-à-dire que les conditions, là, avec le très fort score obtenu par le Rassemblement national aux élections européennes, a été un électrochoc. Alors, pour les organisations politiques qui l'avaient anticipé, bien sûr, mais aussi pour les gens. Donc, il y avait une attente très, très forte du Rassemblement. Ce que je peux dire, c'est que depuis l'annonce de la dissolution, qui a quand même surpris tout le monde, je crois, y compris Monsieur Houllier et puis les députés de la majorité. A priori, oui. Ce que nous ressentons, nous, et ce qui concrètement, c'est la prise de conscience du danger immédiat de l'accession au pouvoir du Rassemblement national, et qui a donc poussé les organisations politiques à mettre un peu de côté les guerres d'ego ou de rapports conflictuels pour s'unir devant le danger qui arrive. Je tiens à souligner que la NUPES était une étape. Aujourd'hui, on a dépassé le stade de la NUPES, c'est-à-dire que ce qui était resté de l'ordre du rassemblement d'organisations, qui était déjà beaucoup, parce qu'au Parlement, l'intergroupe fonctionnait bien et les députés de la NUPES ont voté ensemble. En tout cas, ici, aujourd'hui, maintenant, on est soutenu, rejoint par, je le disais, les organisations syndicales qui appellent à voter pour le Front populaire, comme la CGT par exemple, les citoyens, les associations. Enfin, voilà, il y a un espoir en fait qui est porté par ce. Et donc, je pense que nous aurons à cœur à l'Assemblée de ne pas décevoir toutes ces personnes qui croient en une nouvelle force de gauche. Juste une petite précision, vous ne rejoindrez pas à l'issue du premier tour la liste de Madame Soumaï? Alors la liste, selon c'est pas le vraiment résultat. une liste, mais votre question, c'est est-ce que j'appellerais à voter Valérie Soumaï si elle était au deuxième tour? Écoutez, moi, je ne suis pas là pour faire des hypothèses hypothétiques sur ce qui peut se passer à l'issue du premier tour. Moi, ce que j'envisage, parce que je vous rappelle que ma ligne est majoritaire sur cette circonscription, c'est d'être au deuxième tour. Et la question à se poser, je vais vous dire, la seule question qu'il faudrait poser ici à chacun, c'est dans l'hypothèse où un candidat, en l'occurrence une candidate du Rassemblement national, est au second tour, est-ce qu'ils appelleront à voter pour le candidat républicain? À cette question, ma réponse, elle est oui, et sans réserve. Alors, vous vous portez tous les 4 candidats dans une circonscription plutôt urbaine, et pourtant, on va quand même vous interroger ce soir sur les déserts médicaux. Quelques chiffres qui concernent toute la Vienne: 42,1 dentistes pour 100 000 habitants, contre 64 au niveau national. Et tous les nouveaux habitants de Poitiers vous le diront, c'est une galère pour trouver un gynécologue, un pédiatre. Alors, Agnès Chauvin, si vous êtes élue, qu'est-ce que vous ferez pour améliorer l'accès aux soins? Alors, déjà, un simple constat, c'est qu'il y a 2 ans, on s'était réunis ici même pour constater que, effectivement, tous les services publics sont dans un état déplorable, dans un des pays les plus riches du monde. Aujourd'hui, c'est encore pire pour les hôpitaux. On a des fermetures d'urgence à Loudun et à Montmorillon. Moi, ce que je voudrais surtout dire, c'est que je voudrais saluer les grévistes, les travailleuses qui sont en grève à la polyclinique Elsan, de Poitiers, pour leur salaire, pour des embauches, pour des conditions de travail. Alors, une fois encore, il n'y a pas d'argent. Il faut quand même savoir que c'est Madame Bettencourt qui détient justement les actions d'Elsan. Donc, 80 milliards de bénéfices. Je pense qu'on va trouver de l'argent. Aurélien Bourdier, est-ce que les facultés de médecine ont suffisamment de moyens aujourd'hui pour former toute cette nouvelle génération de médecins qui doit arriver sur le marché? Alors, je crois que l'université de médecine, comme l'université en général, fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a. Après, le sujet qui est posé très clair sur la santé, c'est véritablement l'accès aux soins,
une question d'égalité. Je crois qu'on peut être assez consensuel là-dessus. Je crois que chacun d'entre nous souhaite qu'il y ait des médecins, des soignants à peu près partout sur Mais le alors, territoire. demain élu, vous faites quoi? Dites-nous. Moi, je crois qu'il faut un peu de volontarisme politique. C'est facile d'être d'accord pour dire on va faciliter l'installation des médecins. C'est facile de dire il faut développer les maisons de santé, etc. Là-dessus, on sera à peu près tous d'accord. Maintenant, là où il faut du volontarisme, je crois que c'est sur deux choses. On a parlé d'Elsan et de la polyclinique tout à l'heure. Je crois que c'est la démonstration, ce qui est en train de se passer, de ce qu'il existe aussi dans le système médical, un libéralisme à tout crin, avec des profits à tout crin, au détriment et des patients et des soignants. Ça, à un moment donné, dans la mesure où ces établissements vivent quand même de la sécurité sociale, c'est ça à la fin, je crois que l'État a avoir un peu de volontarisme politique pour essayer de réguler les choses. C'est le premier point. Et le deuxième, c'est là où je crois qu'il faut du courage. Réguler les choses, c'est-à-dire... Attendez, je Oui, laissez-moi finis, finir. je finis mon deuxième point. Deuxième point, et là, c'est là où je crois qu'il faut un petit peu de courage politique. Si on veut lutter contre les déserts médicaux, je crois qu'il faut dire clairement les choses. C'est pas facile de le dire, mais dire qu'il faut qu'à la sortie des études de médecine, il y ait une régulation, des contreparties et quelques contraintes à l'installation sur les zones déficitaires selon les spécialités. Sacha Houlier, est-ce qu'on impose aux jeunes médecins fraîchement diplômés leur lieu d'installation? Si ça marchait, on l'aurait fait. Et en réalité, il y a trois choses à faire et qui ont déjà été pour partie entreprises. La première, c'est celle de formation d'un nombre de médecins supplémentaires. C'était la suppression du numerus clausus. Or, comme c'est fait en 2018, on ne forme pas un médecin en claquant des doigts. Oui, ça, les vous premiers l'avez vont dit il y a sortir 2 ans de déjà. 2026. Oui, parce que les premiers vont sortir en 2026, madame. Comme, Oui, il y a en, un trou d'air, oui. comme en 2022. Vous avez raison, je suis cohérent avec ce que j'ai dit il y a 2 ans. La deuxième chose que nous avons fait, c'est de déléguer une partie des tâches à des infirmiers en pratique avancée qui ont eu des diplômes, y compris des tâches aussi d'infirmiers à des aides-soignants, et de faire un plan d'attractivité, ce qui a été fait, puisque je siège au conseil de surveillance de l'hôpital, ce qui a été fait pour qu'on recrute davantage. Et ce qui explique qu'à Poitiers, en 2023, pour la première fois depuis plusieurs années, nous avons ouvert des lits d'hôpitaux, une 60aine. Voilà. Ça, c'est un résultat concret. Et ensuite, il y a l'accès aux soins. Ça, c'est très fort. Donc, quand on appelle le 15 aujourd'hui, on est sur une expérimentation qu'on a construite, qui est construite avec tous les personnels du CHU, où on régule. Soit on va aux urgences, soit on va sur un centre de soins non programmés qui est zone de la République, soit on redirige vers des médecins libéraux pour que celui qui appelle, celui qui a besoin, ne soit pas laissé sans solution. C'est les 3 idées qu'on a. Soumaï, qu'est-ce que vous ferez de plus ou de mieux si vous êtes député sur la santé? Moi, il y a un chiffre qui n'a pas été donné là, c'est celui du fait qu'il y a dans notre circonscription 12 communes qui n'ont aucun médecin. Ça pose donc la question que vous posiez tout à l'heure de l'attractivité notamment des communes rurales qui sont quand même majoritaires dans notre circonscription et qui, elles aussi, payent la casse des services publics. C'est quand même très compliqué de demander à un jeune médecin aujourd'hui d'aller s'installer dans un endroit où il n'y a plus d'école, où il n'y a plus de poste, etc. Donc, l'attractivité du territoire. Voilà, l'attractivité du territoire. Je pense, excusez-moi, juste une chose aussi. Allez-y. Pour les avoir côtoyés et interrogés, les jeunes médecins aujourd'hui ne veulent plus travailler forcément comme l'ont fait les anciens, les plus anciens. Et donc, ils aspirent à travailler en équipe avec des maisons de santé ou les alors, regroupements. Pas de maisons de santé. Nous, on développe plutôt des centres de santé publics. Centres de santé, ok. Voilà. Et donc, ça sera... C'est l'heure de conclure maintenant ce débat. On va faire un tour de table en 30 secondes et on essaye de tenir les temps. Pourquoi est-ce qu'on doit voter pour vous? On commence avec M. Bourdier. Oui, alors j'aurais aimé dire bien des choses de plus, notamment sur le pouvoir d'achat, le blocage des prix, l'augmentation du SMIC, etc. J'ai sans doute pas toujours tout bien dit, mais en tout cas j'ai essayé de m'exprimer, et c'est la ligne de ma candidature avec le plus de sincérité possible. Moi je crois sincèrement que si on veut une alternance dans ce pays, une alternance à la politique libérale d'Emmanuel Macron, il faut proposer une ligne claire, crédible de la gauche socialiste, et moi je demande aux électeurs de voter en conviction. Sacha Houlier. Pour les services publics, pour réussir la transition écologique, pour que le travail paye, pour qu'on ait les moyens de notre sécurité. Moi, c'est ce que je porte depuis 7 ans. Je suis le député, je le dis, que les gens connaissent, qui connaît les gens. Je suis là, je réponds présent à chaque fois qu'on m'appelle. La porte de ma permanence a toujours été ouverte à tous ceux qui avaient besoin. Et donc, c'est le député que j'étais et c'est le député que j'ambitionne d'être si on me réélit. Merci. Valérie Soumaï. Oui, moi, je tiens à rappeler que nous sommes à un moment crucial de notre histoire. La gauche l'a compris, elle a su se rassembler pour être à la hauteur de l'enjeu. Les gens l'ont compris, de partout, je le disais tout à l'heure, il et elle nous appellent pour savoir comment aider et nous rejoignent. Il s'agit bien sûr pour nous de faire barrage au Rassemblement national.
mais au-delà, de concrétiser l'espoir d'améliorer la vie des gens, de prendre soin de la planète et d'améliorer aussi la démocratie. Et donc le 30 juin et le 7 juillet, pas une voix ne doit manquer au nouveau Front populaire. Agnès Chauvin, c'est à vous. Brièvement, on essaye de tenir le temps. Alors moi, je défends un programme de lutte pour les travailleurs, parce que ça fait des dizaines d'années qu'on nous dit d'aller voter pour faire barrage. Un coup, on nous dit qu'il faut faire barrage au Front National, etc. Donc le seul moyen pour faire changer les choses, c'est que les travailleurs retrouvent le chemin de la lutte. Parce qu'aujourd'hui, c'est la lutte des classes. Et nous, on est pour la lutte des classes et pas pour la lutte des places. Merci à tous les cas d'avoir participé à ce débat. On va aller maintenant dans le nord du département, dans la 4e circonscription. Qui sont les candidats? On voit ça avec Lucie Séconi.